pour cette dernière conférence, on accueille Jérôme de Sphère. Vous pouvez l'applaudir. Et Jérôme, tu vas nous parler d'accessibilité dans le web. Bon cookie. Excusez-moi, je cache la bouteille. Bonjour à tous. Merci la régie. Tout d'abord, merci la régie, car ce sont bien eux les premiers garants de l'accessibilité dans cette expérience que nous vivons. Et merci pour eux. Voilà. C'est vraiment grâce à eux que, finalement, on oublie souvent que l'accessibilité, elle est très très proche de nous. Que l'accessibilité, c'est plein d'outils, c'est plein de moyens que nous avons au quotidien et qui nous permettent de ne plus avoir à cogner deux petits cailloux pour faire une petite étincelle. Et aujourd'hui, c'est l'accessibilité via ce micro qui permet de passer d'un message que je pourrais susurrer, qui me serait compréhensible, mais qui ne serait pas perceptible pour vous. On a l'assistance avec ce texte que vous avez également, qui permet de pouvoir avoir pour certains un confort, comme une alternative pour comprendre mon propos, et pour d'autres comme le seul moyen finalement de pouvoir percevoir toute la richesse de messages que j'évoque vocalement. Et puis enfin, cet écran derrière qui va permettre de vous montrer comment j'illustre ce propos, pour certains par confort, et surtout pour vous montrer finalement le point de vue que moi j'ai à mon écran et qui serait si limité si on n'avait pas du coup cette perspective. Et donc l'objectif est de parler d'accessibilité. L'accessibilité, et particulièrement l'accessibilité numérique, nous est souvent perçue comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose qui nécessite à la fois de nouvelles connaissances, comme c'est le cas pour de nombreux sujets que nous avons quand nous allons créer des produits numériques. Mais c'est également perçu comme compliqué puisque, à tort, c'est un sujet qui vient très vite nous être abordé aux développeurs, comme si l'accessibilité était quelque chose que l'on doit corriger, comme si c'était quelque chose qui est une anomalie dans nos applications, et que cette capacité à le résoudre était surtout à adresser aux développeurs. Mais c'est pour ça, dans mon titre, que je parle d'expérience utilisateur accessible, c'est parce que, au final, derrière toutes les typologies qu'on peut avoir d'individus autour de nous, ce qui est important, c'est de considérer que l'expérience utilisateur, du coup, est multiple. Et que dans sa multiplicité, et dans le besoin de s'éloigner de son point de vue et finalement de considérer que l'utilisateur final, ce n'est pas le UX-designer, ce n'est pas le PO, ce n'est pas le développeur, et d'aller rencontrer finalement l'étranger, l'autre, et qui est des fois juste nous avec un petit peu de recul, on se rend compte que l'accessibilité est finalement assez proche de nous, puisque nous sommes capables du coup d'aller rencontrer cet autre qui va nous permettre de nous aider à pouvoir adresser toute cette accessibilité. L'objectif, ça va surtout être de rendre perceptible l'invisible. La perception, c'est vraiment primordial, ça permet surtout de pouvoir sortir un petit peu des images qu'on a quand on pense à l'accessibilité, quand on pense à la personne sourde, à la personne aveugle. C'est surtout la perception qu'il faut considérer, puisque l'accessibilité, c'est aussi répondre à des problématiques cognitives, à des troubles cognitifs qui, des fois, nous touchent, même dans une situation personnelle, qui nous touchent juste parce qu'on est en train de faire plusieurs choses en même temps et qu'on n'a pas la capacité, finalement, de pouvoir se concentrer. Donc c'est toute une multiplicité qu'il faut bien considérer. Et l'invisible, finalement, c'est tout ce que nos produits numériques ne sont pas capables de dire, ou souvent sont si limités à l'expérience visuelle. Et un élément très riche, finalement, qu'on oublie des fois dans la réalisation de nos applications et dans la capacité à nous aider dans l'amélioration de l'accessibilité, c'est bien HTML. HTML, au fur et à mesure de ces versions, a vraiment su s'améliorer, a vraiment su du coup sortir de ce système de balisage si simple qui permet de structurer nos pages, un système qui vient expliquer à quoi servent nos pages, à quoi servent chaque élément dans la page. On a bien sûr tout ce qu'on appelle l'HTML sémantique, passer de simples divs, de simples spans à utiliser des boutons, des liens, des éléments de navigation,
des listes descriptives, et on va le voir du coup, tout un système d'attributs. Et HTML est important aussi dans cette dimension d'expérience utilisateur et surtout dans ce lien qu'on va pouvoir créer entre développeurs et UI, UX designer, puisque avec cette richesse qu'il a de vocabulaire, c'est également un très bon moyen finalement de se créer un lexique, de se créer un langage justement entre ces équipes de développeurs et ces équipes de UX UI. Parce que des problèmes d'accessibilité arrivent souvent, trop souvent, car les personnes ne sont pas capables de communiquer entre elles et que même pour des éléments comme des alertes ou ce qu'on les appelle des notifications, eh bien, on se rend compte finalement que chacun a son propre langage et entre UX et dev, mais des fois même entre dev entre eux. Et donc, il faut prendre ces richesses, il faut en profiter, et c'est un très bon moyen du coup de se dire que voilà, on n'est plus juste sur un élément, quelque chose qu'on va afficher et qu'on est capable de donner un vrai mot. Et c'est la première étape du coup qui permet justement de faire d'un automatisme l'utilisation de toute cette richesse qu'on a en HTML. Et donc le cœur de cette présentation, c'est surtout de se focaliser sur les ARIA attributs, sur ces attributs qu'on va pouvoir aller associer à notre HTML pour le rendre plus riche. Pour le rendre plus riche en particulier vraiment sur cette question d'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'au-delà déjà de l'HTML sémantique, de ce que la page va déjà pouvoir dire, on va aller voir comment améliorer certains éléments qui, encore une fois, nous paraissent visuellement si simples à comprendre, mais qui ne portent pas tout leur sens. Et une des règles primordiales que j'ai dans la description de cette présentation, c'est ne pas utiliser ARIA. Ne pas utiliser ARIA, puisque avec toute l'amélioration qui se fait au fur et à mesure des années avec HTML, ils ont su aller raccrocher déjà nativement à l'HTML sémantique des règles qui permettent à HTML de pouvoir vocaliser déjà pas mal de choses. Et dans ces premiers exemples où il faut faire attention à son usage, on a l'ARIA Label. L'ARIA Label permet d'aller apporter une alternative textuelle à un élément, soit parce qu'il n'est pas capable de lui-même d'expliquer, de vocaliser à quoi il sert, soit pour lui apporter un contexte supplémentaire. Et un des exemples qu'on pourrait trouver, mais qui est du coup à éviter, c'est de se dire que sur un label qu'on va utiliser pour expliquer à quoi servent nos champs de formulaire, rajouter un ARIA label avec la même information, pour des outils d'assistance comme des lecteurs d'écran, en fait, ferait vocaliser 2 fois l'information, et donc apporterait du bruit inutile. Et donc là, on évite. On a l'exemple également avec ARIA Hidden. ARIA Hidden qui, avec ARIA Label, fait partie de ceux qui sont souvent le plus connus dans les ARIA attributs. ARIA Hidden qui permet d'aller cacher pour nos lecteurs d'écran une information. On a souvent dans nos applications des images décoratives, des informations même textuelles qui ne sont là finalement que pour attirer l'attention, mais qui sont finalement assez accessoires. Et l'exemple du coup de choses à éviter, c'est sur une image où on mettrait un ARIA hidden, une image décorative qui n'aurait pas trop de sens dans la compréhension de la page. Et donc là c'est pareil, on n'a pas besoin puisque avec l'image on a l'attribut déjà height qui permet soit de passer directement un texte pour expliquer ce à quoi correspond l'image, et si l'image n'est pas utile, il suffit de laisser sa valeur vide pour tout simplement qu'elle soit ignorée. Un des premiers éléments où, dans vraiment l'expérience utilisateur, ce qu'on peut améliorer, c'est bien Disabled. Disabled, on l'a partout dans nos applications pour aller désactiver un champ de saisie ou aller désactiver un bouton. Sauf que finalement, si on s'intéresse à l'accessibilité, et si on s'intéresse même juste à l'expérience utilisateur, on se rend compte que dans de nombreux cas, c'est quelque chose qui est mal utilisé. C'est quelque chose qui est mal utilisé puisque ça va aller désactiver de fait des boutons. C'est-à-dire que ça va demander à l'utilisateur de comprendre, dans beaucoup de situations, pourquoi et comment il doit résoudre ça. On a bien sûr, dans les bonnes pratiques, le fait d'indiquer quand des champs sont requis, d'indiquer un message d'erreur quand il y a une erreur, mais il faut avouer que dans de nombreuses situations, et même nous, en tant qu'utilisateurs, nous pouvons le rencontrer, où on se retrouve avec ce type de formulaire, où on ne va pas avoir d'informations qui va nous aider pour comprendre ce qui est attendu. Même si là, le cas est très simple, on arrive quand même assez vite aux des situations où l'utilisateur doit réfléchir, l'utilisateur doit deviner ce qui est attendu. Et donc, c'est une facilité évidente, côté développement, de se dire qu'on a désactivé juste un bouton tant que le formulaire n'est pas valide. Il faut comprendre
que utiliser l'attribut disabled sur un bouton rend le bouton inexistant pour un lecteur d'écran. Le bouton disparaît complètement, il n'existe pas. Ce qui veut dire qu'on rajoute une complexité, c'est que l'utilisateur doit non seulement comprendre ce qu'il doit remplir, mais en plus, il doit réussir à trouver où est le bouton. Et même si naturellement les boutons sont souvent en fin de formulaire, on peut avoir un bouton qui est en haut. Et on a même des fois des boutons disable qui dépendent un peu de la situation. Un bouton qui permet de supprimer un élément dans une liste, qui ne va être du coup activé que si on sélectionne un élément d'une liste. Donc ça apporte une complexité. C'est pour ça qu'on a ARIA Disable. ARIA Disable, qui comme Disable, du coup, prend comme valeur True ou False, qui permet au lecteur d'écran d'informer que le bouton est Disabled, mais surtout que le bouton est présent. L'utilisateur ne peut pas actuellement utiliser ce bouton, ou utiliser ce champ de saisie, parce qu'on peut encore une fois utiliser ce champ de saisie, mais il va pouvoir, du coup, être informé. Et du coup, comprendre la position de cet élément aussi dans l'arbre de la page. On vient du coup l'ajouter comme ça avec un aria-disable en lui mettant true. Un point quand même sur lequel il faut faire très attention, c'est que aria-disable, sa seule fonction, c'est d'avertir justement les lecteurs d'écran que le bouton est disabled. Il ne va pas nativement changer l'état visuel du bouton et surtout, il ne va pas bloquer l'exécution des événements sur le bouton. Et donc, il faudra prévoir du coup d'avoir programmatiquement un moyen de désactiver les événements et même si souvent on va avoir une librairie, on va avoir du CSS qui va, en fonction de notre design system, modifier l'apparence des boutons, à minima, du coup, s'assurer que pour ce cas-là, ça marche également. Quand on parle du coup des boutons, on a souvent une problématique aussi, c'est comment signifier qu'un bouton est actif. Comment signifier que sur une barre de navigation, on est bien sur la page qui nous intéresse. Et pour ça, on a ARIA Current. On est habitué sur navigation souvent d'avoir un petit trait en dessous de la page qui est active. Et encore une fois, du coup, on ne se base uniquement que sur notre perception visuelle. Et donc, avec l'ensemble des liens de navigation, on va rapidement nous voir ce qui nous intéresse. Et donc, ARIA Current permet de pouvoir résoudre ça. Sur une liste de liens dans une navigation, on va pouvoir rajouter ARIA Current pour lui signifier que ce lien est actif. On a un ensemble de valeurs que je vais vous présenter. Pour ce cas, puisqu'on est dans une navigation, on va lui passer l'information page. Je reviens juste avec un petit élément en plus. Je parlais d'ARIA Label. ARIA Label a quand même des utilités un peu, des fois, qu'il faut les trouver, qu'il faut les comprendre. On a le cas ici où je peux rajouter sur la première ligne l'ARIA Label avec navigation principale. Parce que dans l'application, et surtout sur une page, on peut avoir sur une même page plusieurs moyens de naviguer. Une navigation qui va faire changer l'ensemble de la page, une navigation qui va juste faire changer un segment. Et donc, on peut avoir besoin justement d'aller préciser à quoi ça sert. Puisque encore visuellement, pour nous, on a des patterns qui nous sont très connus depuis longtemps. On sait comment visuellement la page fonctionne, mais il peut avoir besoin dans ce cas-là de le préciser. Et donc, on vient rajouter cet ARIA Label. En option, du coup, sur ce ARIA Current, on a le page, on a le step, qu'on peut servir du coup sur des formulaires où on va afficher sur plusieurs pages les champs de formulaire. On a la location, si vous avez une carte par exemple, on va pouvoir, pour l'élément qui a été sélectionné, pointer dessus. On a la date, on a time également, et puis on peut passer true ou false du coup pour signifier que l'élément n'est pas current. La progression. On a l'habitude, du coup, dans nos applications, de pouvoir, encore une fois, visuellement, comprendre la progression d'un élément, qu'elle soit statique ou pas, sur des progress bars, sur des éléments de loading, par exemple. On va très vite, même sur une progress bar, aller la customiser, à vouloir faire quelque chose qui nous correspond plus visuellement, et aller, des fois, sur, du coup, des éléments HTML qui ne sont plus natifs. Alors, comment résoudre ça ? On a 4 attributs ARIA qui nous sont mis à disposition pour cela. ARIA Value Min, qui permet de dire à partir de quelle valeur part la progression. ARIA Value Max, qui permet de dire quelle est la valeur maximum. Et ARIA Value No, qui permet de dire quelle est la valeur actuelle, où on en est rendu. Et qui permet, au-delà de signifier une information statique
sur 10 par exemple ici, te permettent de comprendre du coup qu'on est sur quelque chose où il y a une progression. On n'est pas juste sur une valeur fixe, on n'est pas juste histoire de dire qu'on est à 10% de quelque chose. Ça permet aussi de signifier que ce n'est pas quelque chose qui est juste statique, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et donc je parlais de 4 éléments et j'en ai présenté 3. Le quatrième, c'est ARIA Value Text. ARIA Value Text, l'objectif, c'est de proposer une alternative à l'ARIA Value No. Ça permet d'avoir quelque chose qui puisse être plus facilement compris par l'utilisateur. Si on a plusieurs étapes, si on passe de 0 à 10 où on commence, 10 à 20 où c'est en cours, 30 à 100 où c'est en finalisation, et on peut passer cette information textuelle comme alternative si finalement elle a plus de sens que de dire qu'on est à 10%, 15%, 16%, 17%. D'expliquer ce qui se passe. Ceci est une alerte. On a des notifications partout dans nos applications. On a l'habitude, avec notre consommation du web, en allant sur n'importe quelle application, de retrouver des notifications, des alertes qui nous arrivent à l'écran, qui viennent perturber la lecture que nous avons en cours, à bon escient ou pas. Et c'est une expérience, cette expérience d'interruption dans notre lecture en cours, c'est une expérience qu'on ressent, encore une fois, visuellement, puisqu'elle vient interrompre, voire cacher, partiellement ou complètement, notre expérience en cours d'utilisateur. Et nous pouvons simplement, dans un premier temps, sur ces éléments, mettre un rôle alerte. Un rôle alerte va permettre de dire que ce qui va passer dans cet élément du HTML, tout changement qui va se passer dedans, va prévenir l'utilisateur, via un lecteur d'écran, qu'il y a un changement. Et il va le prévenir immédiatement. C'est-à-dire que si on a un lecteur d'écran qui lui explique, qui est en train de lui vocaliser une phrase, la phrase va être interrompue pour prévenir. Alors, qui fait que ça peut être très utile dans certains cas, mais assez violent quand même comme expérience d'interruption dans d'autres. Même si finalement, en tant qu'utilisateur, on est très habitué visuellement à avoir ce type d'interruption très violente. Et donc, on a, avec ARIA, des alternatives pour adoucir un petit peu cette expérience. On a ARIA Live. ARIA Live va permettre, en première option, de pouvoir utiliser Polite. Polite pour être poli, pour attendre finalement que le lecteur d'écran ait fini de vocaliser une phrase en cours, une section en cours. On attend poliment qu'il ait fini, si vous voulez dire. Et puis, on a la valeur assertive. La valeur assertive, elle va avoir le même rôle que le rôle alerte. Elle va vraiment interrompre complètement. Et on a 2 éléments qu'on va pouvoir rajouter pour ajouter un petit peu de finesse sur ce genre de choses. ARIA atomique qui va permettre de pouvoir signifier du coup aller mettre un peu de grain sur les changements qu'on va avoir, sur comment avertir l'utilisateur. Pour dire à l'utilisateur, du coup, dire au lecteur d'écran si il doit relire tous les changements, tout ce qu'il y a dans cette alerte, ou s'il va aller lire que ce qui a changé. Donc, en particulier, si on a une barre de notification, avec plein de notifications qui arrivent, on va s'intéresser finalement souvent qu'à la dernière qui est arrivée. Et on a justement ARIA Relevant qui va permettre de pouvoir ajouter un peu plus de finesse et qui, lui, va permettre de déclencher la sollicitation du lecteur d'écran que si on est en ajout ou en suppression de contenu qui est dans ce type-là, qui permet, dans certains cas, dans certains fonctionnements de nos applications, d'éviter de solliciter trop l'utilisateur. On a des chargements dans nos applications, mais des fois, on a plusieurs chargements les uns à côté des autres. Comment signifier du coup tout ce bloc de chargement et comment finalement limiter la sollicitation de l'utilisateur et finalement attendre que tout soit prêt pour lui dire. Et pour cela, on a ARIA Busy. ARIA Busy, en le mettant sur un groupe, finalement, va permettre de dire à l'utilisateur « on attend, aujourd'hui, il y a des changements en cours, on te préviendra quand ce sera OK ». Et quand ce sera OK, en passant ARIA Busy à False, on est capable de lui dire, de lui représenter le contenu qui est complètement prêt. On a la possibilité d'ajouter même, du coup, un ARIA Live à Polite pour attendre tranquillement, éviter de l'interrompre. Et finalement, on a les ARIA Control. Les ARIA Control, c'est l'exemple d'un menu widget qu'on va voir, par exemple, où en cliquant sur menu, on va afficher une liste.
L'idée, c'est d'associer en fait ces deux éléments, de bien comprendre que si on clique sur le menu, ça va afficher les éléments qui sont dessous. Et donc, on va pouvoir ajouter un area control et l'ID pour aller avec. Voilà, sur ce, je m'appelle Jérôme Grignon et je remercie encore la régie.